Après la météo et Soir 3, Christine Ockrent invite Hervé Guémard, ministre de l'Agriculture et de la Pêche, pour débattre à chaud d'une semaine d'actualité dans France Europe Express. Je serais prêt à payer plus cher pour que les agriculteurs soient mieux rémunérés. Je préfère avoir des produits moins chers et des agriculteurs mieux payés. Je serais prêt à payer plus pour manger mieux. Ouais, les agriculteurs, parce que les produits pas chers, j'y crois pas. Je prendrais des produits pas chers, c'est normal. J'y ai travaillé, moi, dans la terre, pendant 5 ans. Et je peux vous dire qu'ils n'ont rien sans rien. Voilà ce que j'ai à dire. C'est tout, c'est très dur la terre. Ben, les agriculteurs, il faut qu'ils soient payés convenablement, de toute façon. Hein. Bon, mais de toute façon, c'est les taxes qui sont trop chères. Voilà. Ben, c'est les intermédiaires, de toute façon, qu'il faudrait arriver à baisser, quoi, parce que de toute façon, les intermédiaires, ils prennent trop comparativement à l'agriculteur. Hein. Je choisirais des produits pas chers, mais j'aimerais bien aussi que les agriculteurs soient bien payés. Pour cela, il faudrait revoir l'Europe. Et l'Europe, tout ce qui concerne la PAC, quoi, disons, toute l'agriculture commune. Bonsoir à tous. L'adaptation de l'agriculture française en Europe, en fonction de priorités souvent contradictoires, on vient de l'entendre, entre les consommateurs, les agriculteurs eux-mêmes, et puis aussi tous ceux qui se préoccupent d'environnement, de la qualité du paysage, de ce qu'on appelle aujourd'hui le développement durable. Voilà les thèmes dont on va discuter ce soir avec vous, Monsieur Guémard. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le seul intitulé de vos fonctions montre à quel point ces questions sont complexes, puisque vous êtes en charge de l'agriculture, ça on le sait, mais aussi de l'alimentation, oui, ce qui est nouveau, je crois, de la pêche et des affaires rurales. Et de la forêt. Et de la forêt. Et de l'enseignement agricole. Et de la protection sociale agricole. On arrête là, on arrête là. Jean-Marie Le Métayer, vous êtes le patron du tout-puissant syndicat, enfin du plus puissant des syndicats agricoles en France, la FNSEA. Jérôme Bédier, vous êtes le président de la Fédération des entreprises de commerce, et puis nous pourrons aussi discuter en duplex de Bruxelles avec Thijs Berman, qui est lui député au Parlement européen, néerlandais, et il fait partie de la commission agricole du Parlement, et il connaît bien en particulier l'agriculture de son pays, qui parfois passe pour un modèle d'un certain type en Europe. Mais commençons, Monsieur Guémard, par toute autre chose qui a beaucoup troublé l'opinion ces derniers jours. Je veux parler de cet amendement qui est passé à l'Assemblée nationale et qui vise à assouplir une loi de santé publique qui est faite pour essayer de restreindre les dangers de l'alcool en France, une loi qui vise donc à rétablir ou à faciliter la pub pour l'alcool et le vin à la télé. Alors est-ce que vous défendez, bien évidemment, c'est votre fonction, contre le ministre de la Santé, c'est une très vieille histoire, mais vous défendez les intérêts des producteurs. J'ai été secrétaire d'État à la Santé, donc je m'en souviens, mais est-ce que ça veut dire que vous avez en gros cédé au très gros lobby que représente ici ce soir Monsieur Le Métayer? Je crois que la lutte contre l'alcoolisme est une priorité absolue, à la fois pour des raisons de santé publique et pour des raisons de lutte contre la violence routière, comme l'a répété à plusieurs reprises le président de la République. Alors pourquoi cet amendement ? Il y a une loi qui a été votée en 1991 qui, sur certains aspects, pour les vins d'appellation, pose des problèmes d'interprétation devant les tribunaux. Et c'est la raison pour laquelle le Parlement, le Sénat au mois de mai et l'Assemblée nationale la semaine dernière a décidé d'apporter une clarification, et je voudrais dire tout groupe politique confondu.
Le gouvernement, tous les groupes politiques sont sensibles tous les groupes politiques. Au même lobby, en Le l'occurrence. gouvernement, au mois de mai comme au mois de septembre, s'est opposé à cet amendement au motif qu'il allait trop loin dans cette clarification. Il a été néanmoins adopté, mais le dialogue avec le Parlement et les associations de lutte contre l'alcoolisme reste présent à la fin de l'élaboration de cette loi. Hervé Chabalier, vous sortez ces jours-ci un livre qui s'appelle Le dernier pour la route, où vous racontez avec beaucoup de courage et de simplicité le combat que vous avez mené contre l'alcoolisme vous-même. Alors, comment réagissez-vous à ce genre de... Alors moi, je ne vais peut-être pas aller dans la subtilité de la manière dont vous dites assouplir la loi Evin. Moi, je pense que vous la démontez, c'est un petit peu différent. Simplement, je m'intéresse au vin. Puisque effectivement c'est des produits de terroir, c'est le vin. Je voudrais dire que ça fait beaucoup d'années que je bois du vin et que du vin, et que je suis devenu alcoolique en ne buvant que du vin, 3 litres par jour les dernières années. Alors vous me direz que je ne suis pas représentatif de l'ensemble de la population française, et tant mieux. Mais il y a quand même entre 5 et 10% de la population française, je ne parle pas des gens en âge de consommer, qui sont vulnérables à l'alcool pour plein de raisons, des raisons physiologiques, des raisons psychologiques. Et qu'est-ce qu'on va retenir, je crois, en tout cas l'opinion de ce que vous êtes en train de faire en ce moment? On va retenir simplement que le vin est moins dangereux que l'alcool. Que, comme l'a dit un ancien Premier ministre, le vin est un alcool doux. Alors moi, je peux que dire que je ne suis évidemment pas d'accord, puisqu'il m'a mis dans un état où j'ai perdu même la maîtrise de ma vie, et qu'il y en a bien d'autres comme ça. Je vous rappelle que 2 patients sur 3 que voient les alcoologues ne sont accrochés dépendants que du vin. Donc, encore une fois, je pense que le vin est dangereux. Et même si dans la subtilité, on peut... Moi, j'aime beaucoup les viticulteurs. Je les connais bien, j'ai fait beaucoup de papiers sur eux. Je crois connaître bien la culture du vin. Mais il reste qu'au bout du compte, ce qui va apparaître à l'ensemble de la population, c'est vous pouvez boire du vin, c'est pas dangereux. Or, c'est dangereux. Et je crois, en même temps, mais là je ferai de la politique, c'est pas mon rôle, que le fait de vouloir assouplir, c'est de la publicité, pour le vin, ne va pas bien aider les viticulteurs, parce que le problème, et vous le savez mieux que moi, et bien au-delà de ça, c'est pas un coup de pub avec une belle femme qui va boire un coup de Bordeaux. Ou un joli garçon. Un joli garçon, mais enfin, dans les pubs, aujourd'hui, ils mettent plutôt des femmes, encore. Et je pense pas que c'est ça qui va changer fondamentalement l'histoire. Donc je crois que quand on fait de la santé publique une priorité, et quand on essaye de faire face à des risques, c'est ça, prévention des risques, on ne favorise pas, même par la publicité, quelque chose qui ne peut qu'accroître le risque. Moi, je voudrais remercier Hervé Chabalier pour son témoignage courageux et bouleversant. C'est vrai que nous avons des cas d'addiction au vin, et vous le montrez avec beaucoup d'humanité et de courage. Je voudrais dire tout de même que depuis 1960, la consommation de vin par tête d'habitant était divisée par 2. On consommait en gros 100 litres de vin par tête d'habitant en 60, désormais on est entre 50 et 55. Et on a eu une décroissance régulière de cette consommation. Alors qu'il faille lutter contre la consommation excessive de vin et d'alcool et contre toutes les autres addictions, nous sommes bien d'accord. Et si le débat est résumé de la façon dont vous le dites, Hervé Chabalier, je suis complètement d'accord avec vous, mais en réalité, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit, pour les vins de terroir, d'une rectification d'interprétation liée à des problèmes devant les tribunaux, dans le détail desquels je ne vais pas entrer. Donc je crois que sur ce sujet, dans une démocratie responsable, on est capable de faire bouger les choses sans jeter l'anathème. En tout cas, moi je crois que les messages de modération sur le vin, en ce moment même, chère Christine Ockrent, au Sénat, il y a un débat sur un amendement pour mettre sur les bouteilles de vin une mention de contre-indication pour les femmes. Oui, il y a un viticulteur qui l'a fait de son propre chef pour les femmes enceintes. Donc, sur ces sujets-là, tout n'est pas blanc ou pas noir. Et j'observe d'ailleurs... Non, mais c'est rouge ou blanc. J'observe d'ailleurs que, puisqu'on est dans une émission européenne, que quand on regarde les autres pays européens, la plupart du temps, avec les producteurs, avec les publicitaires,
il y a une sorte de code de bonne conduite et de comportement, et on n'a pas des réglementations et des législations aussi pointillistes qu'en France, mais c'est peut-être la tradition française que de vouloir tout réglementer. Hervé Guémard, à propos de cette affaire des femmes enceintes. Oui. Ce viticulteur de l'Hérault, à titre personnel, a mis ça sur ses bouteilles. Vous savez ce qu'a répondu le président de la Fédération des vignerons de l'Hérault? Non. Je ne citerai même pas son nom parce que tellement c'est stupide. Il a dit « Nos mères ont toujours bu, ça n'a pas fait de nous des dégénérés ». Écoutez, moi je lui laisse la responsabilité. Monsieur, de son comment propos. vous réagissez-vous, monsieur? J'ose pas dire l'une de vos ouailles, mais enfin, c'est pas très loin de vous, ça. Attendez, je pense qu'on a... le secteur viticole est un secteur extrêmement diversifié, ça il faut le dire, mais sur ce dossier, ils sont unis, bien évidemment, pour défendre... Bon, on peut parler de publicité... Vous êtes solidaire d'eux, par définition. Bien évidemment, parce qu'il y a... je pense qu'on est allé trop loin dans les interdictions. Je crois que quelque part, en ne permettant même plus... Alors on peut jouer sur les mots, publicité, la promotion de nos vins qui, comme vous l'avez très bien dit, collent parfaitement à nos territoires et à nos terroirs et qui, à tout moment, s'associent aussi à nos repas. Parce que, oui, mais aussi à notre cirrhose du foie. Hein, oui, enfin bon, oui. Moi aussi je salue le témoignage qui est là parce que effectivement. Non mais moi, vous savez, mais attendez, mais moi j'ai un cousin qui a aussi qui en est sorti également. Non, on a effectivement un problème avec l'alcool. Mais je ne pense pas que la demande des viticulteurs est comme volonté de renouer avec cette liberté avec l'alcool. Je ne crois pas que ce soit cela. Je pense qu'ils ont envie d'un produit agricole, d'un produit sortant du terroir, de pouvoir en faire la promotion avec toutes les garanties, je crois, et toutes les précautions qu'il faut avoir. Alors je ne partage absolument pas, évidemment, la remarque, je suis très déçu d'ailleurs d'une telle réflexion, parce que d'abord elle ne traduit pas le sentiment des agriculteurs. Tout de même, Hervé, moi je voulais dire simplement que j'étais absolument pas prohibitionniste, moi je ne suis pas du tout contre qu'on puisse consommer du vin. Ce que je ne veux pas, c'est que, notamment chez les jeunes, qui boivent de plus en plus, on le sait. Mais pas du vin. Non, non, pas du vin. Non, mais pas attendez, du vin. Ils y viennent et ils y viendront. Qu'on puisse leur dire, attention, finalement le vin c'est moins grave, c'est uniquement ça sur quoi je me bats, parce que je trouve que là c'est la porte ouverte et en plus, je crois que si la pub doit venir, elle ne va pas venir que pour le vin français. La pub, elle va venir pour tous les grands groupes qui font du vin et qui le font dans des conditions bien plus intéressantes du point de vue commercial que ce que font les Français. Je pense aux Américains, je pense aux Chiliens, je pense aux Australiens. Hein, les deux plus grands groupes pinardiers, je vais dire ça comme ça, sont des groupes étrangers. Et que je pense que la loi Evin avait au contraire le mérite de protéger assez bien la viticulture française. Et que puisque de toute façon on boit de moins en moins de vin, pourquoi vouloir absolument faire reboire les gens? Ça se régule très bien naturellement, qu'on boive du vin, bien sûr. Et d'ailleurs, je trouve très bien qu'on puisse boire du vin au verre maintenant dans les restaurants, qu'on puisse même amener sa bouteille. Il y a plein d'efforts qui sont faits dans le bon sens. Mais la pub, c'est autre chose. Mais reconnaissez qu'avec, si je peux me reconnaissez que, parce que notamment à l'égard des jeunes, et je suis moi-même parent de deux jeunes qui sont dans l'âge de consommer ou du vin ou de l'alcool, on voit ce qu'ils consomment. C'est malheureux, enfin c'est malheureusement, je ne sais pas, mais en tout cas ce n'est pas du vin. C'est pas heureux. Et non, non, pas du tout. Mais quand on voit les alcools, je crois qu'on pourrait prendre des dispositions parce qu'ils ils consomment des alcools forts. Et c'est vrai. Non, mais attendez. C'est quoi l'alcool fort? Non, mais attendez, vous avez des alcools à plus de 40 degrés, on n'est pas dans ces situations. Mais c'est l'accoutumance qui pose problème, c'est pas tellement. Tout à fait, mais je crois, pour en revenir, moi aussi, qui peut être pour qu'on ait un regain de l'insécurité routière due à l'alcool? Personne. Non, mais apparemment les viticulteurs sont on met en parallèle un souhait des viticulteurs de pouvoir défendre sur un marché et des marchés qui existent
en France comme ailleurs, leurs produits avec des identifications bien précises, qui a été rappelé à l'instant par rapport à l'aspect purement réglementaire, avec tout ce travail qu'il faut faire pour lutter contre l'alcool. Je pense qu'on n'est pas sur les mêmes dossiers. Pardonnez-moi, ce qui est quand même troublant, c'est qu'au même moment où le gouvernement mène une campagne extrêmement réussie et très applaudie, justement contre l'insécurité, oui, ça signe des objectifs extrêmement ambitieux pour réduire la consommation d'alcool en France. Alors tout à coup, parce que ces lobbies sont, il faut bien le dire, extrêmement actifs et puissants, et surtout au moment où les hommes et les rares femmes politiques songent à la suite de leur parcours électoral, et bien, tout à coup on voit est-ce qu'il n'y a pas un problème de cohérence, Hervé Guémard, entre le discours du chef de l'État sur la lutte contre le cancer et la lutte contre l'insécurité routière, et en même temps un gouvernement qui cède au lobby viticole? Soit sur ce sujet-là comme sur d'autres, on reste sur des discours extrêmement typés et caricaturaux de part et d'autre, en disant, en gros, vous, les viticulteurs, peuvent dire ou pourraient dire, vous nous empêchez de vivre et nous, on vit de notre production, et de l'autre côté, on dit, vous voulez promouvoir la consommation d'alcool. Bon. Je voudrais rappeler très précisément. Il y aura un accommodement, si je vous comprends bien, et il y aura un amendement. Laissez-moi terminer. Je voudrais très précisément dire ce qui s'est passé. Bon. Au mois de janvier de cette année, il y a eu une instance devant un tribunal qui montrait que pour les vins d'appellation, pour leur promotion collective, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, ils étaient dans une situation ambiguë en comparaison, par exemple, avec les marques d'alcool ou les grandes marques internationales de vin que vous avez citées, Hervé Chabalier. C'est la raison pour laquelle le Parlement s'est saisi de cette question et a souhaité cette clarification. À 2 reprises, le gouvernement, au Sénat, puis à l'Assemblée nationale, a estimé que l'amendement ainsi présenté allait trop loin et allait au-delà de cette clarification. Il n'empêche que malgré cette position du gouvernement, les amendements ont été adoptés d'ailleurs par tous les groupes politiques. Donc il y aura un amendement, mais ce ne sera pas celui qui a été voté la semaine dernière, c'est ce qu'on peut dire ? Non, pour l'instant, le dialogue continue. Il y aura une 2e lecture de cette loi au Sénat avant la fin de l'année, et je crois que le dialogue doit continuer. Mais il ne s'agit pas du tout de promouvoir l'alcoolisme ou de promouvoir la consommation de vin. Est-ce qu'il y aura un nouvel amendement? Est-ce que cet amendement sera négocié avec les députés ou avec les sénateurs? Pour l'instant, le gouvernement s'est opposé aux 2 amendements dont il a été fait état. On a entendu Philippe Douste-Blazy avec un peu de retard, mais effectivement. Celui du Sénat et celui de l'Assemblée nationale. Philippe Douste-Blazy, la semaine dernière, s'y est opposé à l'Assemblée nationale. Il s'y est opposé, je veux dire, au nom du gouvernement, il s'y est opposé, et le gouvernement a été battu dans l'hémicycle par les députés qui étaient présents. Donc maintenant, nous avons une 2e lecture de ce texte dans les semaines qui viennent, et d'ici là, sous l'arbitrage, bien évidemment, du Premier ministre, en liaison avec l'ensemble des acteurs de ce problème, une solution sera trouvée. Hervé Chabalier, merci. Je rappelle le titre de ce document. Le dernier pour la route, c'est chez Robert Laffont. Venons-en maintenant à la question que soulevaient beaucoup les Français qui étaient interrogés ce matin même dans un quartier de Paris sur la relation entre les prix ou les revenus et les subventions perçues par les agriculteurs et les prix des consommateurs. Nous avons demandé avec nos amis de France Info à l'Institut CSA de demander à un échantillon représentatif de nos concitoyens s'ils considéraient qu'il fallait, pour les prix agricoles, laisser jouer la loi du marché ou maintenir un système de subvention. Dominique Rotival nous résume les réponses de ce sondage. Le prix des produits agricoles. 52% de Français pensent qu'il faut garantir un prix minimal aux agriculteurs en fonction de leurs efforts, notamment en ce qui concerne la qualité. En revanche, 44% pensent qu'il faut laisser l'offre et la demande déterminer les prix et la qualité des produits. 4% ne se prononcent pas.
De leur côté, les sympathisants de gauche optent majoritairement pour la garantie d'un prix minimal. Ils sont 59%. À droite, à l'inverse, 52% des sympathisants estiment qu'il faut laisser l'offre et la demande déterminer les prix. Donc, monsieur le Métayer, là, on a une carte politique qui est assez claire. C'est-à-dire qu'il y a une majorité de Français qui vont, en gros, dans votre sens. Hein. C'est-à-dire qu'il faut garantir des revenus aux agriculteurs. Pour autant, on voit, quand on regarde le sondage plus en détail, comme l'a fait Dominique, que selon les familles politiques, et notamment la famille politique que représente monsieur Guémard et qui gouverne le pays, on voit qu'il y a quand même une évolution pour considérer que c'est quand même au marché de réguler le prix de ces produits. Ça a été tout le débat d'ailleurs des dernières années au niveau européen. Et moi je suis assez content des résultats de ce sondage parce que je pense très sincèrement qu'il va falloir qu'on reparle de la politique des prix agricoles. Actuellement, la politique telle qu'elle est mise en place désormais sur le plan européen et donc français a abandonné tous les mécanismes qui permettent de défendre un certain niveau de prix agricole pour les agriculteurs. Donc on est plutôt malheureusement désormais dans la situation que souhaiterait d'ailleurs 44% des sondés, mais parce qu'ils souhaitent le libre marché. Donc oui, enfin, une grande majorité de nos productions sont désormais... on n'est pas en libre marché là, il faut quand même Attendez, pas exagérer. Nous sommes quasiment... vous avez vécu, Madame Ockrent, cet été comme moi, la situation du secteur des fruits et légumes. Bien sûr. Mais moi, j'ai vécu en tant que consommateur et j'ai vu aussi la flambée des prix. Mais justement, on s'est trouvé dans une situation que moi, je n'ai pas envie de revivre, où les consommateurs avaient l'impression, non seulement plus que l'impression, payer trop cher leurs fruits, leurs légumes, ajoutant quelquefois même qu'ils n'étaient pas de bonne qualité. Quand par là même, les producteurs n'avaient pas des prix correspondant à leur coût de production. Alors ça, monsieur Bédier, ça a été de votre faute. C'est toujours de votre faute, en gros. Je rappelle que vous... J'ai pas encore dit cela. Non, mais j'essaye de provoquer monsieur Bédier. C'est vrai qu'en général, on nous reproche soit d'avoir des prix trop bas, parce qu'elle déstructure le marché, soit d'avoir des prix trop hauts, parce qu'à ce moment-là, on fait trop de marge et les consommateurs ne sont pas contents. Moi, je crois que la réalité, c'est qu'on n'arrive pas à gérer les crises ensemble. Et que je suis d'accord avec Jean-Michel Lemétayer sur ce point, il faut qu'on ait des outils pour gérer les crises. Et jusqu'à présent, on a plutôt fait le concours Lépine des mesures d'économie administrée qui ne marchent jamais. Le prix minimum, on a essayé 2 ou 3 reprises, le problème des coefficients ou des effets de cliquet, l'interdiction des promotions, enfin bref, on a eu toute une série de solutions d'économie administrée, qu'en général d'ailleurs Bruxelles nous retoque au bout de quelques mois ou de quelques années, et je pense qu'il faut qu'on change de logique. Nous, il nous paraîtrait vraiment bien que dans le cadre de Bruxelles, il y ait des vrais outils pour gérer les crises et pour éventuellement rééquilibrer le marché et retirer des produits pour que les prix puissent remonter. Alors avant d'entendre l'avis du ministre là-dessus, je vous propose, pour que ce soit clair pour tout le monde, grâce à Lionel Cotu, que l'on comprenne ce qu'est aujourd'hui la politique agricole commune. Je crois, monsieur Guémard, que les 2/3 de votre budget vous sont accordés par Bruxelles. Donc c'est la première politique 10 milliards d'euros par an commune dans l'histoire de l'Union européenne depuis qu'elle a démarré, donc depuis plus d'un demi-siècle. Lionel Cotu nous raconte son évolution et sa situation actuelle. C'est le plus gros budget de l'Union et la première politique commune de l'Europe. La politique agricole commune représente 45% des sommes versées par Bruxelles, un budget de 300 milliards d'euros pour la période 2000-2006. Et en juin 2003, les ministres de l'Agriculture de l'Union européenne ont adopté une réforme en profondeur de la politique agricole commune qui va modifier radicalement les modalités de financement du secteur agricole. Le principe de base réside dans le découplage des aides attribuées par Bruxelles. La plus grande partie des aides sera désormais versée indépendamment des volumes de production par exploitation. Ces nouvelles aides seront subordonnées au respect de normes en matière d'environnement, de sécurité alimentaire et de bien-être des animaux. Pour la Commission européenne, la rupture du lien entre subvention et production permettra aux agriculteurs de l'Union d'être plus compétitifs et d'orienter davantage leur activité en fonction du marché, tout en assurant la stabilité de leurs revenus. Jusqu'ici, les plus grosses exploitations touchaient le maximum d'aides. Désormais, c'est fini. Pourtant acceptée par Paris, cette réforme passe mal auprès des Français. En effet, largement bénéficiaire du système d'aide à la production agricole, la France va devoir réviser son système de production intensive, particulièrement rémunérateur.
En clair, les agriculteurs vont devoir s'orienter vers des produits à forte valeur ajoutée pour obtenir le maximum d'aide. C'est pourquoi la France a choisi dans la modalité d'application de la réforme un découplage partiel des aides à partir de 2006, bref, une mise en place progressive de ce nouveau système d'aide afin de se donner du temps pour faire évoluer l'agriculture française. Monsieur Guémard, donc ce découplage, on comprend bien, ça veut dire que les agriculteurs n'auront plus, comme ils le faisaient auparavant, au risque de créer des surplus qui étaient assez scandaleux parce qu'on ne savait plus quoi en faire. Donc maintenant, on comprend bien que dans le système idéal, l'agriculteur touche un revenu qui n'est plus directement proportionnel à la quantité qu'il produit. Donc je crois que c'est un système qui existe déjà pour les céréales et qui est en train d'être introduit pour le lait. Alors, si vous me permettez, je dirais 2 mots sur les crises d'abord, parce que je crois que c'est un sujet très important. Il y a d'abord une dimension européenne, et c'est la raison pour laquelle j'ai obtenu en juin 2003 que la Commission européenne, dans quelques mois, donc en décembre 2004, fasse des propositions pour qu'on ait un système européen de gestion des crises agricoles, parce que comme vous l'avez dit l'un et l'autre, souvent on se heurte à des impossibilités bruxelloises. Donc, ce que vous appelez une crise agricole, que ce soit clair pour ceux qui ne connaissent pas véritablement l'économie agricole, c'est quand un secteur, pour un secteur donné, pour les producteurs, les prix s'effondrent et les consommateurs n'en bénéficient pas en quelque sorte. Ils en bénéficient souvent. Hein. En gros, c'est ça. En gros, c'est quand les prix s'effondrent pour le producteur. En gros, c'est ça. Et aujourd'hui, comme l'a dit Jean-Michel Le Métayer, nous n'avons plus de système opérationnel de gestion de ces crises. Donc j'ai obtenu au finish, en juin 2003, à Luxembourg, qu'on mette en place un système européen. On en a parlé hier à Luxembourg et on met toute notre énergie sur ce sujet parce que c'est la condition d'ailleurs pour que l'on puisse prendre des mesures nationales. Un rapport a été remis hier à Nicolas Sarkozy de la commission Canivet qui évoque un certain nombre de ces sujets et je crois qu'on doit à la fois travailler sur le plan européen et sur le plan français. Alors maintenant... Pardon, juste une question. Ça veut dire que nous autres en France, nous sommes les seuls à subir ce genre de crise ou est-ce que les pays partenaires aussi? La preuve en est, c'est que quand j'ai évoqué cette question pour la première fois en 2002 à Bruxelles, j'étais pas très soutenu par 1 ou 2 pays. J'ai eu la satisfaction hier après-midi à Luxembourg d'être soutenu par beaucoup de pays, puisque tous les pays européens vivent ces problèmes avec les déstabilisations de marché et la chute des cours agricoles. Donc ça, c'est pour la gestion des crises. Je dirais que dans la politique agricole commune d'aujourd'hui, c'est en quelque sorte le chaînon manquant. Et donc je vais en venir maintenant sur votre question, sans être trop long, pour dire que jusqu'en 1992, nous avions une politique agricole européenne qui était basée sur des prix plus élevés que le prix mondial, et donc avec des mécanismes de stockage quand il y avait surproduction. Et tout le monde a en tête les images avec les montagnes de beurre, de poudre de lait et de viande dans les frigos. Depuis 1992, ce système est terminé, puisqu'on a abaissé les prix en gros au prix mondial, et donc on a compensé aux agriculteurs leur baisse de revenus. Donc ça fait en gros une dizaine d'années que les agriculteurs européens touchent des aides directes de Bruxelles, ce qui n'était pas le cas auparavant. Quelle est la mutation que l'on vit actuellement? C'est qu'une partie de ces aides ne seront plus liées aux quantités produites, mais au respect de bonnes pratiques environnementales, l'autre moitié des aides restant couplées à la production. Est-ce que cela veut dire, Monsieur le Ministre, qu'on va transformer nos agriculteurs, nos paysans, en rentiers de l'agriculture? Non, parce que quand je vois le nombre d'heures qu'ils font et souvent leurs conditions de travail, les qualifier de rentiers, je trouve ça très insultant. Mais le découplage, dans l'absolu, pour résumer, le découplage, c'est qu'on dit aux agriculteurs, on vous donne des aides en fonction de vos productions antérieures, et vous n'êtes plus obligé de produire. D'abord, cela concerne une partie seulement des aides, et pas la totalité, la moitié en réalité. Et deuxièmement, comme vous le savez, l'agriculture, ce n'est pas seulement la production de biens agricoles, de biens à consommer, c'est aussi l'entretien des paysages, la lutte contre la friche et la prise en compte de l'environnement. Toutes fonctions que nous aimons et qui doivent être rémunérées. Alors je poursuis mon raisonnement, Hervé Guimard. Je suis agriculteur, on me donne
une aide de Bruxelles et on me dit vous faites ce que vous voulez, en gros. Et donc là, je parle sous le contrôle de Jean-Michel Lemétayer. Je vais aller là où il y a de la valeur ajoutée, comme le disait tout à l'heure Lionel Cotu. Mais tous les agriculteurs vont avoir le même raisonnement. Ils vont tous aller sur des productions où il y aura une forte valeur ajoutée. Et donc on va déréguler le marché, on va avoir des surproductions et là, votre dispositif de crise servira à quelque chose. Oui, c'est la raison pour laquelle il y a, c'est ce que je disais, un chaînon manquant. Il manque un dispositif de gestion de crise, puisque le marché agricole des produits agricoles n'est pas la même chose que les marchés de biens de consommation, compte tenu des spécificités de l'agriculture. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a des politiques agricoles, sinon il n'y aurait pas de politique agricole. Thijs Berman, bonsoir. Je rappelle que vous êtes néerlandais. Les Pays-Bas ont l'une des agricultures, sinon l'agriculture la plus performante d'Europe, en tout cas dans la part qu'elle prend dans les exportations néerlandaises et donc, enfin, j'aurais dû commencer par dire dans le produit national brut. C'est depuis fort longtemps une agriculture de type intensif. Comment est-ce qu'avec votre œil bleu néerlandais, vous regardez la manière dont les Français qui en ont été longtemps les principaux bénéficiaires, comment voyez-vous la manière dont ils discutent et s'adaptent à cette nouvelle politique agricole commune? Ben, les électeurs hollandais ont beaucoup de mal à admettre, à accepter qu'il y a 10 milliards d'euros qui vont à la France comme ça. Ils trouvent que c'est une sorte d'injustice, que la France reçoit beaucoup trop de subventions par rapport au reste de l'Europe, que la France bouffe l'argent européen. Donc je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas pour rien dans la commission d'agriculture, mais c'est une critique, il faut en tenir compte et il faut savoir qu'aux Pays-Bas, on a déjà fait toute cette transformation de l'agriculture que la France subit actuellement, qu'elle va subir encore beaucoup plus. Parce que nous avons déjà perdu dans le nord-est des Pays-Bas, d'où je viens, la moitié des agriculteurs les dernières 10 années. C'était des cultivateurs et ils sont morts maintenant. Il y a... et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont passés à quoi? Pardon, je vous interromps, mais ils ne sont pas morts physiquement, enfin on le leur souhaite. Non, ils sont morts économiquement. Ils sont passés à quoi? À quel type d'activité? Ah, ils se sont arrêtés, hein. Ils font autre chose. Mais pour faire quoi? Ils ont vendu leurs terres, qui valent 10 fois plus qu'en France. Ah oui. Et donc, pardon, je vous ai interrompu, donc poursuivez votre raisonnement. Quel est le conseil ou la critique que vous adressez? Cela veut dire qu'on va toujours aux Pays-Bas vers une plus grande échelle, des exploitations toujours plus grandes, et une mondialisation énorme, surtout évidemment dans les fleurs, où vous allez au marché d'Aalsmeer, à l'ouest d'Amsterdam, où vous voyez des fleurs sur Internet qui sont vendues sur Internet, qui ne touchent même pas le sol des Pays-Bas parce qu'ils sont produits en Tanzanie, et la plus-value va aux Pays-Bas. Alors là, ça c'est l'agriculture mondialisée totale, et sans aucune subvention d'ailleurs. Mais il y a toujours des agriculteurs qui vivent de fécule de pommes de terre, et eux ils sont très inquiets par la politique à venir, parce qu'évidemment ces subventions-là, ils sont très menacés, de même pour les céréaliers. Monsieur Lemétayer, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Thijs Berman? La même réponse que tout à l'heure par rapport aux explications que donnait Hervé Guémard, parce que le témoignage hollandais montre que tous les pays n'ont pas le même regard sur la souffrance des agriculteurs qui vivent des crises. Il y a beaucoup, tous les pays la majorité d'États membres, pas le même pourcentage d'agriculteurs non plus. Non, mais la majorité d'États membres, voir disparaître des agriculteurs, ça ne leur pose aucun cas de conscience. Vous êtes sûr? Ben écoutez, c'est la réflexion aux Pays-Bas et c'est une réalité. C'est une réalité, je pense qu'on est là au cœur du débat, de savoir selon de quelle manière veut-on préserver, quel modèle agricole veut-on préserver? Est-ce qu'on veut garder un modèle agricole à dimension humaine? Si on se pose cette question en France sur l'ensemble de nos territoires, ou est-ce qu'effectivement on va dans le schéma qui vient de nous être expliqué par le parlementaire européen hollandais, qui est de dire, ben, écoutez, la chose doit évoluer au même rythme que ce qu'ont connu les États-Unis, ce que connaît le Brésil. On parle tellement du Brésil en ce moment. J'ai pas du tout envie qu'on importe en Europe et en France le modèle brésilien ou le modèle argentin. Certes, mais est-ce qu'il n'y a pas... L'enjeu, il est celui-là, parce qu'on a effectivement, pour revenir à la présentation qui a été faite tout à l'heure, on a fait un virage, j'allais dire, à 180 degrés. Oui, mais enfin, c'est un virage qui a été négocié, qui a été discuté pendant des années. Hervé Guémard, c'est parfaitement ce que j'en pense. Ça avait commencé en 1992.
La césure, c'est 92. Oui, mais je veux dire, c'est pas venu d'en haut, c'est pas la commission de Bruxelles toute seule c'est ça, on est bien d'accord. Qui a décidé ça. Ça a été négocié par les gouvernements successifs qui ont représenté la France ont cautionné en 92, en 99 et Hervé Guémard en 2003 le schéma dans lequel nous sommes désormais, qui fait que c'est vrai que nous étions dans un schéma qui allait trop loin, puisque les débouchés, ça pouvait être les frigos, etc., ce qui a été dit très bien tout à l'heure. Mais à l'inverse, ne plus avoir aucun mécanisme, j'allais dire, qui permet d'éviter, ou en tout cas de tenir la situation de crise, de gérer les crises. Mais là, Thijs Berman ne fait pas allusion aux crises, il parle, lui, d'une évolution structurelle. Il est passé plus loin que ça. Il considère qu'à chaque crise, des agriculteurs disparaissent, des producteurs, et que finalement c'est pas si grave que ça, les fermes s'agrandissent. Il y a un très bel exemple, Jean-Michel Le Métayer, c'est lundi, les producteurs laitiers ont commencé à toucher des aides de Bruxelles. Hier. Oui, hier. C'était hier, donc c'est pas vieux. Hein. Et depuis 6 mois, on assiste dans le lait, alors que c'était une profession, une filière qui était la mieux organisée dans la PAC, puisqu'il y avait un système de quotas, pas de surproduction, etc. Des prix qui étaient fixés avec l'interprofession. Tout d'un coup, patatras, ça ne marche plus. Tout simplement parce que l'interprofession, les producteurs, les distributeurs, ça fait 6 mois que ça dure, que les producteurs de lait manifestent partout parce que le prix du lait baisse de 7 centimes d'euros la tonne, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Tout simplement parce que les transformateurs du lait anticipent les aides de Bruxelles. Donc on voit bien que tout le système est en train de se démantibuler. Jérôme Bédier. Je pense que la question centrale, c'est que pendant 40 ans,